Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter Dr. Chamba, qui est résident en psychiatrie à l'Université de Montréal, qui a fait son projet d'érudition sur les biais implicites en psychiatrie et comment aider au niveau des attitudes anti-inclusives dans les soins de santé. Donc, on a eu le bonheur de l'écouter au congrès de la MPQ et à la Journée des chefs aussi sur le thème de l'EDI. Donc, on lui a demandé de venir nous présenter le résultat de sa revue de littérature et également des conseils qu'il pourrait nous donner pour s'assurer qu'on a un milieu de soins qui est inclusif pour tous les professionnels, les médecins et les patients. Donc, Dr. Chamba, la parole est à vous. Bonjour à tous, moi je m'appelle Dr Valérie Brice Tchomba, je suis un médecin résident de troisième année en psychiatrie de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, en fait, je suis très heureux de venir vous présenter un volet de mon projet d'érudition. Donc, en fait, mon projet d'érudition s'intitule l'outil SMART, which stands for Self-Assessment for Modification of Anti-Racism Tool. C'est un projet, en fait, sur lequel j'ai le plaisir de travailler depuis ma première année de résidence en psychiatrie, sous la supervision de Dr Lison Gagné. Et en fait, j'ai déjà pu présenter la globalité de ce projet-là lors du congrès annuel de la MPQ qui avait eu lieu en juin 2022. Et qu'est-ce que j'avais apprécié après ma présentation en juin 2022, c'est qu'il y a quand même plusieurs psychiatres, plusieurs professionnels de la santé qui sont venus me voir pour me dire comment ils avaient trouvé l'outil SMART comme étant pertinent. Et s'il y avait même certains psychiatres qui se demandaient si on ne pouvait pas l'implanter dans différents autres milieux. Et on me demandait aussi surtout ce serait quoi la suite de mon projet. Donc aujourd'hui, en fait, je suis heureux de pouvoir vous présenter la suite de ce projet-là qui va porter plus spécifiquement sur les biais implicites raciaux en psychiatrie. Donc, ensemble, on va voir comment on peut s'auto-évaluer par rapport à nos propres biais implicites ratios. C'est quoi l'impact de ces biais-là, mais aussi comment intervenir sur nos biais implicites ratios pour offrir de meilleurs soins à nos patients. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en commençant par vous dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt, à part tout ce qui est mon intérêt pour le sujet, puis j'espère que je vais pouvoir vous le transmettre à vous aussi un peu. Puis je vais rentrer tout de suite dans le sujet en vous parlant de ce qu'est en fait l'outil SMART. Comme je l'expliquais, it stands for Self-Assessment for Modification of Anti-Racism Tool. Et c'est un outil en fait qui a été créé quand même assez récemment, donc en 2021, par l'Association américaine de psychiatrie communautaire. Donc comment ils ont fait pour créer cet outil-là? Ils ont d'abord commencé par faire une revue exhaustive de la littérature portant sur l'équité, portant sur l'approche antiraciste. Mais en plus de ça, ils ont aussi convoqué un forum de discussion entre environ 250 psychiatres communautaires pour se pencher ensemble sur la question de comment ils pourraient aider les organisations de soins en santé mentale à faire une auto-évaluation par rapport au racisme présent au sein de leur organisation, mais également à mettre en place des plans d'amélioration de la qualité pour cheminer tranquillement vers un travail qui serait davantage antiraciste. Si je rends ça plus clair en fait pour tout le monde, l'outil SMART, c'est un questionnaire. C'est un questionnaire qui comporte 29 items ou bien 29 questions, divisant en 5 domaines clés jugés pertinents selon la littérature pour cheminer vers un travail qui serait plus équitable. Le premier domaine, c'est celui de l'embauche, du recrutement, de la rétention et de la promotion. Le deuxième, c'est celui des soins cliniques. Est-ce qu'il y a des disparités raciales au niveau des soins qu'on offre aux patients, par exemple? Le troisième, celui de la culture du milieu de travail. Le quatrième, celui du plaidoyer communautaire. Et le cinquième, celui de l'évaluation et des résultats pour la santé de la population. Donc, les personnes qui ont créé l'outil SMART encouragent en fait les organisations de soins en santé mentale qui veulent bien l'utiliser à faire une auto-évaluation de leur organisation de soins en santé mentale en équipe multidisciplinaire. Donc, ça n'implique pas seulement les psychiatres, ça peut impliquer des psychiatres, des résidents, des infirmiers, des TS, bref, un échantillon qui sera assez représentatif de l'organisation de soins en santé mentale pour qu'ensemble, ils puissent répondre à chacune des questions, à chacun des items qui est en fait coté sur une échelle allant de 1 à 5, évaluant en fait le niveau auquel l'organisation a pris en considération une problématique jugée pertinente pour cheminer vers un travail davantage antiraciste. La logique derrière ça, en fait, c'est que c'est plus facile de travailler sur un enjeu, travailler sur une problématique au sein d'une organisation quand on prend d'abord le temps de s'auto-évaluer. Donc, dans le fond, l'outil SMART nous permet de faire cette auto-évaluation-là. Mais le deuxième point aussi, c'est que le racisme, c'est un enjeu qui est très large. Donc, si on voudrait parler du racisme, on pourrait en parler pendant des mois et on n'aura peut-être même pas fini. Mais en fait, l'outil SMART, ça nous emmène à subdiviser l'enjeu du racisme en différentes petites questions, en différents items pour travailler tranquillement sur des items individuels pour cheminer vers un travail plus équitable. Et en fait, après avoir rempli l'outil SMART, les chercheurs qui l'ont étudié, qui l'ont mis sur pied, encouragent les organisations de soins en santé mentale à choisir jusqu'à 3 items sur lesquels ils voudraient s'améliorer. Donc, je pense que ça va être un peu plus clair si je vous donne en fait un exemple. Donc, nous, à la clinique externe des psychiatries de l'hôpital Notre-Dame, on a pu remplir l'outil SMART ensemble.
On était environ 12 professionnels de la santé. Il y avait des résidents, des psychiatres, des infirmiers, bref, on était environ 12. Puis ensemble, en fait, on a pu répondre à chacune des 29 questions en les cotant sur une échelle de 1 à 5. Et dans les trois items sur lesquels on a décidé d'intervenir, il y en a un que je trouvais particulièrement pertinent que je voulais vous partager. C'était un item qui était dans le domaine 3, donc dans la culture du milieu de travail. Dans ce domaine-là, il y avait en fait 7 items, donc 7 questions. Mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle qui portait sur les outils d'auto-évaluation des biais implicites. Et elle va comme suit. Dans quelle mesure notre organisation utilise-t-elle des auto-évaluations formelles afin que le personnel, les équipes, les programmes identifient et discutent des biais implicites et mesurent-elles subséquemment les améliorations? Donc, comme je vous disais, chaque item, chaque question est cotée sur l'échelle de 1 à 5. Donc, 1, nous commençons à peine à penser à ceci et n'avons posé aucune action. 2, nous reconnaissons formellement que ceci serait une activité importante dans notre organisation, mais n'avons pas encore fait de démarche en ce sens. 3, nous avons fait des démarches pour identifier un outil approprié et l'avons testé. 4, nous avons commencé à utiliser un ou plusieurs outils régulièrement, ce qui nous a permis d'identifier des opportunités d'amélioration. Ou bien 5, nous avons une structure et des procédures bien établies pour l'utilisation d'outils d'auto-évaluation individuelle et ou d'équipe afin d'améliorer la qualité de nos pratiques. Donc, en fait, entre nous, à la clinique d'excellence de psychiatrie de l'hôpital Notre-Dame, on a débattu jusqu'à atteindre un consensus pour avoir vraiment l'opinion de tout le monde. Et en fait, nous, on s'était coté un 1 par rapport à ce système-là. Donc, on commence à peine à penser à ceci et n'avons posé aucune action. Mais à travers nos discussions, ce qu'on s'est quand même rendu compte, c'est qu'il y a des outils d'auto-évaluation de biais implicites qui existent en ligne. Donc, ce serait peut-être pertinent qu'on puisse en apprendre un peu plus sur le sujet, voir si on pourrait l'utiliser un peu plus régulièrement au sein de la clinique externe pour peut-être même possiblement travailler sur nos biais implicites ratios. Donc voilà pourquoi on a voulu se pencher sur ce système-là en particulier et c'est de ça que je vais vous parler plus en profondeur durant cette présentation-là d'aujourd'hui. Donc l'outil d'auto-évaluation de biais implicites qu'on a décidé d'aborder avec vous et vous allez comprendre mieux pourquoi durant la présentation, c'est en fait le test d'association implicite de Harvard. Si on sera en présentiel, j'aurais essayé de demander à tout le monde qui l'a rempli, mais là, je pense que ça va être un peu compliqué de voir, mais je vous encourage soit à le remplir ou si vous l'avez déjà rempli, tant mieux, ça va vous permettre un peu de mieux comprendre la présentation. Donc, comme on le sait, en fait, il y a plusieurs types de biais implicites qui existent dans la vie. Oui, aujourd'hui, on va parler plus des biais implicites raciaux concernant la race, mais on peut avoir des biais implicites par rapport, par exemple, au sexe, par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport au poids, par rapport à la couleur de peau, il y en a plusieurs. Donc, ça justifie aussi pourquoi il y a aussi plusieurs types de TAI, plusieurs types de tests d'association implicites. Mais le fonctionnement global reste quand même pareil. Le TAI demande à la personne qui décide de le remplir d'associer en fait rapidement deux groupes sociaux à des caractéristiques positives ou négatives. Donc, si on prend l'exemple du TAI de la race, il va demander à la personne qui décide de le remplir d'associer rapidement des visages blancs ou des visages noirs à des mots positifs comme bonheur, beauté, ou à des mots négatifs comme pauvreté, malheur, par exemple. Et dépendamment du délai de réponse et de la fréquence des erreurs, le TAI va mesurer un score. Si on reprend encore l'exemple du TAI de la race, si quelqu'un associe plus rapidement et avec moins d'erreurs les visages blancs à des mots positifs que lorsqu'il le fait pour des visages noirs, le TAI va lui mesurer un certain degré de biais pro-blanc, anti-noir. Et l'inverse est également vrai. Maintenant, comment le TAI fait finalement pour donner un score? En fait, le TAI donne une mesure continue qui va de -2 à +2, selon un algorithme qui s'appelle l'algorithme D. À cause du temps limité, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau des sources, au niveau de mes références, pour ceux à qui ça intéresse, vous pourrez aller lire un peu plus là-dessus. Donc, -2 à +2. Et ensuite, les résultats sont catégorisés en plusieurs groupes de scores. Donc, si un individu cote entre 0 à 0,14, il n'aura aucun biais racial détectable. S'il code maintenant de 0,15, 0,34, il aura des légers biais pro-blancs. 0,35 à 0,64, il aura des biais pro-blancs modérés. Et plus de 0,65, il aura de forts biais pro-blancs. Les mêmes scores, mais du côté négatif, donneraient un certain degré de biais pro-noir anti-blanc. Maintenant, on sait quand même, au niveau de la littérature, au niveau de ce qu'on sait, que même les noirs peuvent avoir un certain degré de biais pro-blanc anti-noir. Maintenant, j'avais une question quand même pour vous. Est-ce que vous avez des hypothèses de qu'est-ce qui pourrait expliquer que des personnes noires pourraient avoir un certain degré de biais pro-blanc, anti-noir, malgré qu'eux-mêmes sont noirs eux-mêmes? Ben, je voulais juste, ben, je pense pas que c'est super scientifique mon truc, mais tu sais, je pense que c'est juste la socialisation des enfants, là, les images dans lesquelles on grandit, là. Moi, j'ai des enfants en bas âge, puis les princesses. Tu sais, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits maintenant, mais ça reste que les modèles de princesses beaux et beaucoup associés à blondes, yeux bleus, etc., là. Fait que même des enfants qui sont afrodescendants peuvent avoir envie de jouer avec plus des princesses de Reine des Neiges qu'avec
les Barbies avec la peau plus foncée, là. C'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Honnêtement, en fait, le concept que je veux partager avec vous, c'est un concept qui est très important et je pense qu'on devrait tous au moins savoir c'est quoi, savoir que ça existe. C'est le concept, en fait, du racisme internalisé. Et je vais vous lire la définition ensemble et ça va un peu avec ce que Geneviève a pu nous dire. C'est lorsque les membres des populations raciales stigmatisées répondent de manière consciente ou inconsciente aux préjugés et aux stéréotypes en les acceptant comme étant vrais. C'est l'endossement des croyances de la société dominante à propos de leur infériorité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que si, exemple, des personnes noires ou des personnes issues même de d'autres minorités finissent par avoir un certain degré de biais pro-blanc, c'est pas nécessairement quelque chose qui s'est développé quand ils avaient 25, 30, 35, 40 ans. C'est souvent quelque chose qui se développe de manière sournoise un peu tout au long de leur vie. Si je vous donne des exemples que soit moi j'ai vécu ou que j'ai entendu, c'est pas rare, par exemple, que si tu es noir et tu grandis, tes parents t'aient déjà dit que en tant que noir, tu dois travailler 3 fois, 4 fois plus que les autres, sinon tu t'en sors pas. Que si tu arrives finalement à une entrevue, puis tu donnes ton CV, quelqu'un d'autre a un CV similaire, on peut lire ton nom de famille, puis avoir davantage tendance à prendre l'autre personne. Peut-être que c'est des choses avec lesquelles tu as pu grandir, puis peut-être que sur le coup, c'est pas venu te chercher plus que ça, mais peut-être que tranquillement, à force d'entendre ça, tu peux commencer à te dire, mais pourquoi je dois travailler 3 fois, 4 fois plus que les autres? Est-ce que c'est que je suis 3 fois, 4 fois moins intelligent? Mais bon, tu finis par te dire, bon, vas-y, j'avance dans la vie. Tu arrives peut-être au secondaire, au cégep, pour la première fois dans ta salle de classe, puis des personnes te disent, oh, viens, viens dans le fond, juste en te voyant. Ils te connaissent même pas. Viens dans le fond, on va blaguer, on va rire. Ou sinon, oh, toi, tu dois être bon en éducation physique. Ou, oh non, toi, tu dois être un bon joueur de basket. Mais c'est rare que, par exemple, quand tu es noir, on va te dire quelque chose du genre, toi, je te verrais comme un médecin, par exemple. Tu serais un bon médecin. Et bon, tu avances dans la vie, et là, tu repenses même à ce que tes parents t'ont dit, et peut-être même finalement que tu arrives à rentrer en médecine à travers différents facteurs, tu finis par y arriver. Puis quand tu arrives peut-être dans ce genre de domaine ou dans ce genre de position, tu tournes peut-être à gauche et à droite et tu vois finalement personne qui te ressemble. Et ça peut contribuer même à ce racisme internalisé et tu peux commencer même à te dire toi-même que finalement, qu'est-ce que tes parents te disaient quand tu étais jeune de travailler 3 fois, 4 fois plus que les autres? Peut-être que ce n'était pas pour rien, parce que finalement, on n'est pas nécessairement là. Peut-être qu'il y a certains métiers qui sont plus pour les autres et pas pour des gens comme toi. Bref, c'est tous ces micros-éléments dans la société qui peuvent faire que des personnes noires, malgré eux, de manière inconsciente, peuvent avoir un certain degré de biais pro-blanc. Et ça, c'est au niveau même de la sphère intellectuelle, mais ça atteint plusieurs sphères de la vie, même au niveau des standards de beauté. Moi, je ne vais jamais oublier, quand j'étais au secondaire, et je ne parle pas en 1900 quelque chose, je parle vraiment dans les années 2000. Quand j'étais en cours d'art plastique, quand le prof disait, bon, tout le monde, on va dessiner le bonhomme avec un crayon couleur peau. Moi, je me rappelle que dans ma classe, quand on disait ça, il n'y avait pas nécessairement d'ambiguïté. Tout le monde prenait le même crayon couleur peau. Et c'est même dernièrement, quand j'avais fait une conférence avec un autre de nos collègues qui a partagé une autre expérience, qui m'a rappelé même que c'est pas juste que les enseignants disaient qu'il fallait dessiner avec un crayon couleur peau. C'était littéralement écrit sur le crayon de pastel, pour ceux qui s'en rappellent, c'était écrit peau sur la couleur du crayon. Et qu'est-ce que ça peut faire à un enfant? C'est que lui-même peut commencer à se dire, mais c'est quoi? Est-ce que ma couleur de peau est moins valide? Finalement, après, tu arrives à la récréation, on veut toucher tes cheveux, on te dit, oh non, toi, tu n'as pas de cheveux. Tellement d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire que, malgré toi, tu peux commencer à constamment être en train de combattre un peu ce racisme internalisé. Et la seule raison pourquoi ce genre de concept peut exister, c'est si dans la société, de manière inconsciente, il y a différentes mentalités qui entretiennent ce concept-là. Et c'est un peu de ça qu'on fait allusion quand on vient parler notamment de racisme systémique. Je pense que j'ai donné quand même quelques exemples. J'espère que j'ai été quand même assez clair là-dessus. Je vais passer à la prochaine slide. Maintenant, pourquoi on a décidé d'utiliser le test d'association implicite pour vous présenter cette présentation-là? C'est qu'en fait, selon la littérature, c'est l'outil le plus largement connu et le plus validé pour mesurer les attitudes implicites. Il y a beaucoup de recherches qui soutiennent sa fiabilité, sa validité. Et en plus, c'est l'outil qui a la meilleure résistance au trucage. Donc, c'est difficile de faire semblant, de fake quand on remplit le TAI. Et un autre point qui est quand même pertinent, c'est que c'est un outil qui prend peu de temps à remplir. D'habitude, ça prend moins de 10 minutes, en moyenne autour de 5 minutes. Donc, c'est bien qu'on le fait remplir à des professionnels de la santé notamment. Donc, voilà. Ici, vous voyez comment accéder au TAI. Je pense que vous aurez accès peut-être à mes diapositives, donc vous pourrez cliquer là-dessus. Ou tout simplement écrire sur Google test d'association implicite de Harvard et vous pourrez atteindre la page. Il y a différents types de TAI, donc vous pourrez en essayer quelques-uns, notamment celui de la race.
Maintenant, quand je faisais cette présentation-là, je me suis dit, je veux venir avec des éléments qui sont concrets. Je ne veux pas que les gens se disent, voici l'opinion de Driss ou voici l'opinion de Dr. Chomba. Je veux venir avec des éléments concrets et je vais commencer par vous parler en fait de ce que la littérature dit par rapport au bien implicite ratio dans le domaine de la santé. Donc, qu'est-ce qu'on connaît jusqu'à présent? Ce qu'on sait en fait, le premier point, c'est que les recherches suggèrent que les biais des cliniciens contribuent aux disparités raciales en santé et sont associés à des soins de moindre qualité. Ça, c'est ce qui est connu, ça, c'est ce qui est soutenu par la littérature. Maintenant, le deuxième point qui est même, je trouve, qui est même encore plus parlant, parce que même avant même de l'avoir lu, à travers mes recherches, c'est quelque chose que j'entendais autour de moi. Mais voir que la littérature soutient ça, je pense que ça me met encore plus une puce à l'oreille qu'on doit prendre ça en considération. C'est le fait que les minorités ont plus tendance à croire qu'ils recevraient de meilleurs soins et plus de respect du personnel médical s'ils appartenaient à un autre groupe racial. Ça, c'est quand même parlant parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui, avant même de venir dans nos hôpitaux, avant même de venir dans notre clinique, avant même de venir nous voir, ils marchent déjà avec un pas de reculons. Ils marchent déjà en se disant que peut-être qu'ils n'ont pas les meilleurs soins à cause peut-être de leur couleur de peau, à cause d'où ils viennent. Donc, si en tant qu'organisation, on prend ça en considération et qu'on décide de travailler ensemble sur nos biens implicites ratios, on va pouvoir être plus accueillant et pouvoir limiter, en tout cas, aller à l'encontre de ce qui contribue aux disparités raciales en santé. Le troisième point va un peu dans le même ordre d'idée. Des revues systématiques ont identifié la présence de biens implicites raciaux parmi les employés du réseau de la santé, tout comme chez la population générale. Qu'est-ce que ce point-là veut dire tout simplement? C'est que nous ne sommes pas à l'abri. Je sais que pour être médecin, il faut au moins 4 à 5 ans de doctorat. On ajoute à ça 5 ans de résidence, les études postdoctorales. On ajoute à ça parfois 1 à 2 ans de fellow. Certains d'entre vous peut-être ont même plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Mais malgré tout ça, ce que la littérature montre, c'est que tout comme la population générale, qu'on soit médecin, qu'on soit infirmier ou quoi que ce soit, on peut également avoir des biais implicites raciaux. Et c'est en prenant conscience qu'on va pouvoir limiter l'impact de ces biais-là sur les soins. Et on va voir un peu plus loin comment ces biais-là peuvent affecter également les soins. Maintenant, j'ai voulu aussi me concentrer plus spécifiquement sur mon domaine. Donc, j'ai vérifié un peu selon la littérature qu'est-ce qu'on sait au niveau des biais implicites raciaux dans le domaine de la psychiatrie, donc dans notre domaine. Le premier point est quand même assez encourageant pour nous. C'est le point suivant. Ça dit que les prestataires de soins en santé mentale tendent à être plus empathiques, ce qui laisserait suspecter que leur bien implicite pourrait être plus sensible aux interventions. Ce qu'on sait, c'est qu'en psychiatrie, même au niveau des CAMS, une des qualités qu'on recherche chez un candidat, en tout cas, moi, je n'ai pas été dans le comité d'admission, mais bon, je sais que j'imagine que c'est une qualité qui est quand même vraiment prise en considération dans notre domaine, c'est l'empathie. Donc, la majorité des personnes, en tout cas, la majorité des personnes prises en psychiatrie ou qui travaillent dans le domaine de la santé mentale ont cette empathie puisqu'on l'utilise dans notre travail de tous les jours. Et comme vous allez le voir plus tard, quand on va parler de comment travailler sur nos biais psychosociaux, ça passe notamment par l'empathie. Donc, selon la littérature, en tant que psychiatre, en tant que professionnel de soins en santé mentale, on pourrait plus facilement travailler sur nos biais implicites ratios si on décide consciemment de le faire. Maintenant, le deuxième point va un peu dans le sens un peu inverse. Ça va comme suit, ça dit que les biais des individus de qui on s'attend à davantage d'empathie peuvent potentiellement être plus dommageables. Parce que dans le fond, comme vous le savez peut-être même mieux que moi, les patients qui viennent nous voir en santé mentale viennent avec une certaine vulnérabilité. Il y en a beaucoup d'entre eux qui viennent en se disant, enfin je serai compris, enfin je serai écouté, enfin quelqu'un va prendre son temps avec moi. Ils viennent avec certaines attentes. Mais quand les biens implicites raciaux viennent teinter un peu la relation thérapeutique notamment, quand les biens implicites raciaux viennent teinter la communication avec les prestataires, c'est là où ça peut entraîner un plus grand brisement au niveau de la confiance des patients envers les thérapeutes notamment, ce qui peut encore plus contribuer aux disparités raciales en santé que lorsqu'on se compare par exemple à certains autres domaines. Là, je vais caricaturer, mais quand quelqu'un va voir un chirurgien, bon, il s'attend que le chirurgien va prendre quoi? 5 10 minutes, va lui donner une date de chirurgie et va l'opérer. Mais étant donné qu'en psychiatrie, c'est quand même un domaine qui est quand même assez différent, dans lequel on doit faire preuve d'empathie. Voilà pourquoi dans notre domaine plus spécifiquement, on doit faire encore plus attention à ça. Et le troisième point va un peu dans le même sens. Les domaines de soins plus subjectifs, traitant des symptômes moins quantifiables, sont plus susceptibles d'être influencés par les biais implicites. Si on se compare par exemple à un radiologue maintenant, peu importe, en tout cas pas mal, peu importe le patient pour lequel il va examiner par exemple une radiographie, il aura pas mal le même algorithme diagnostique, le même algorithme de lecture
Un peu importe son patient. J'exagère peut-être un peu, mais grosso modo. Tandis qu'en psychiatrie, on est notre principal outil diagnostique. On s'utilise nous-mêmes comme outil thérapeutique via la psychothérapie. Donc, la présence de biais implicite ratio dans notre domaine peut être encore plus dommageable pour les patients, peut encore plus avoir un impact sur les soins qu'on va octroyer. Donc, voilà pourquoi c'est pertinent qu'on puisse avoir ce genre de conférence et qu'on puisse s'éduquer un peu plus là-dessus. Et j'espère que je vais pouvoir vous partager certaines connaissances que j'ai pu apprendre à travers ce projet. Maintenant, une diapositive qui est très importante pour saisir la suite de ma présentation, c'est vraiment celle-ci. C'est la diapositive qui parle maintenant des définitions pertinentes à bien saisir pour pouvoir comprendre la suite et aussi pour mieux comprendre aussi la société dans laquelle on vit. La première définition que je voulais vous transmettre, c'est en fait la définition sur les biais explicites. Il faut bien différencier cette définition-là de la définition sur les biais implicites. Donc, on va y aller tranquillement. Des biais explicites, ce sont des attitudes conscientes que les individus peuvent potentiellement moduler pour endosser faussement des attitudes plus socialement désirables. Donc, quand on vient parler de biais explicites, on parle ici de personnes qui sauraient, par exemple, pertinemment dans leur cœur, qui sont, par exemple, racistes, ou qui sont, par exemple, homophobes, ou qui sont, par exemple, sexistes. Ici, on vient parler de personnes qui le sauraient et que dans certains contextes, bon, ils se disent que, bon, ici, c'est peut-être pas le moment, pas le temps de dire certains propos. Donc, ils arrivent à se moduler dépendamment des contextes. Ici, on vient parler de biais explicites. Mais ce que je vais vous faire comprendre à travers cette présentation, c'est que les biais explicites représentent vraiment une infime parcelle de la définition large qu'est le racisme. Dans la majorité des cas, quand il y aura du racisme, on va souvent parler de biais implicites. Et je vais vous lire la définition. Ce sont des attitudes inconscientes, involontaires, pouvant influencer l'affect, le comportement et les processus cognitifs. Ici, on vient parler d'attitudes qui sont inconscientes, involontaires. Donc, les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que souvent, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que quand on va parler de racisme, dans beaucoup de circonstances, les gens vont se mettre sur la défensive. Les gens vont se dire, ben non, on n'a pas fait ça, non, on n'est pas raciste, non, je ne pense pas que ça existe. Mais est-ce que c'est possible que, sans s'en rendre compte, dépendamment comment on a grandi, dépendamment de la société, on ait certaines attitudes, certains comportements qui peuvent varier en fonction des personnes? Parfois, certaines personnes, sans s'en rendre compte, quand ils vont parler à certaines personnes comparativement à d'autres, leur non-verbal va légèrement changer. Quand ils vont être en face de certaines personnes comparativement à d'autres, leurs pensées préconçues vont être différentes. Ou même leurs comportements vont être sensiblement différents. Mais dans la majorité des cas, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre, c'est que les gens ne font pas exprès. Voilà pourquoi on ne vient pas pointer du doigt quand on parle de racisme. On veut juste élever un peu le sujet au grand jour pour qu'on puisse en prendre un peu plus conscience, qu'on puisse travailler un peu là-dessus, pour qu'on puisse tout simplement se sentir tous plus à l'aise dans notre réseau, plus à l'aise dans notre société, en fait. C'est ça la distinction entre les deux. J'enchaîne avec le prochain sujet. Les stéréotypes maintenant. C'est le fait d'associer des traits spécifiques caricaturaux à un groupe social donné. Par exemple, les Noirs sont des tricheurs ou les Arabes sont des voleurs. Ici, on vient parler de stéréotypes. Des préjugés, maintenant, c'est quoi? Ce sont des attitudes ou des opinions préconçues, positives ou négatives, associées à un groupe social en se basant sur les stéréotypes. Quand je disais, exemple, les Noirs sont des tricheurs ou les Arabes sont des voleurs, un préjugé, ce serait peut-être à cause que les Arabes sont des voleurs, ce sont des mauvaises personnes, ou les Noirs sont plus dangereux à cause qu'ils sont plus agressifs. Ici, on vient parler de préjugés. En fait, les stéréotypes, c'est la composante cognitive. Qu'est-ce qu'on associe à un groupe? Les préjugés, c'est maintenant la composante affective. Qu'est-ce qu'on ressent par rapport aux stéréotypes qu'on a associés au groupe? Et la discrimination, maintenant, c'est la composante comportementale. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça peut mener à l'exclusion, ça peut mener à l'évitement. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette ligne directrice, stéréotypes, préjugés, discrimination, dans plusieurs cas, tout ça peut se faire de manière très inconsciente. Les gens peuvent ne même pas s'en rendre compte. Et je pense que ça va être même encore plus clair si je vous donne un exemple concret. On va prendre l'exemple maintenant du groupe social X. Si on prend l'exemple des Noirs, stéréotype qu'on a déjà peut-être entendu. Les Noirs sont violents, par exemple, ou sont peut-être plus violents que les autres, par exemple. Stéréotype, bon, à cause qu'ils sont violents, je trouve qu'ils sont un peu plus dangereux, ou comme moi, je sens j'ai un peu plus peur d'eux que peut-être de d'autres personnes, par exemple. Discrimination.
Bon, évitement, exclusion. Si on est tard la nuit, un noir me suit, peut-être sans m'en rendre compte, je vais peut-être serrer mon sac plus fort, avancer un peu plus vite. Euh, je disais me suit, mais peut-être marche derrière moi, par exemple. Ça, c'est un exemple. Mais tout ça peut se passer de manière très inconsciente. Mais maintenant, le problème, c'est quand ce même schéma se passe au niveau de personnes en figure d'autorité. Si on prend l'exemple d'un policier qui aurait ce même pattern cognitif sans s'en rendre compte, que ah, les Noirs sont peut-être un peu plus violents que les autres. Bon, j'ai peut-être un peu plus peur d'eux que les autres. Qu'est-ce que ça peut mener comme élément de discrimination? Ça peut mener au fait peut-être qu'on appuie sur la détente un peu plus vite que ce qu'on aurait fait. Ça peut mener au fait qu'on va plus rapidement à des arrestations un peu plus musclées. Si on parle maintenant d'exemple avec des psychiatres, si on a ce même schéma sans s'en rendre compte, ça peut mener au fait que on appuie peut-être le bouton code blanc un peu plus vite ou que notre seuil pour mettre un patient en garde est un peu plus bas. Pas que c'est mal mettre un patient en garde, pas que c'est mal appuyer le bouton code blanc, non. Mais c'est pour dire que nos actions peuvent être un peu teintées par nos biais implicites et le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Et la phrase en haut est encore plus parlante, c'est qu'avec le temps, les décisions s'appuyant sur les biais inconscients s'accumulent et peuvent avoir un effet négatif sur la vie des personnes concernées et nuire à l'équité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les décisions qui se basent sur les biais implicites agissent en synergie. Si on est dans un même département et que différentes personnes, sans s'en rendre compte, ont certains biais implicites raciaux, ensemble, ça s'accumule et c'est ça qui contribue en fait aux disparités raciales en santé qu'on veut parler en fait. J'enchaîne, je vais vous parler maintenant Je vais vous parler maintenant d'une revue systématique parce que je voulais vous emmener quand même des éléments assez concrets. Donc, il y a une revue systématique qui a été publiée en 2017, donc quand même assez récemment, qui s'intitule A Decade of Studying Implicit Racial and Ethnic Bias in Healthcare Providers Using the Implicit Association Test. Donc, cette revue systématique-là avait différents buts, on va pouvoir les analyser ensemble. Le premier est déterminer si des biais implicites envers les minorités sont présents chez les prestataires de soins de santé. Donc, est-ce que nous aussi, on a des biais implicites raciaux, oui ou non, et à quel degré? Le deuxième point, évaluer et synthétiser les connaissances sur le rôle des biais implicites dans les disparités dans les soins. Donc, c'est quoi l'impact de ces biais-là? Puis le troisième point, déterminer si des interventions efficaces existent pour réduire les biais implicites et leurs impacts. Est-ce qu'on est pris avec nos biais implicites? Est-ce qu'on peut les travailler? Et si oui, comment? Maintenant, je vais vous parler un peu de leur méthode. Donc, les chercheurs qui ont étudié au niveau de cette revue systématique-là, ils ont d'abord fait une revue exhaustive de la littérature à travers 4 bases de données, donc PubMed, Scopus, Signal et PsycInfo. Ils avaient différents critères d'inclusion, d'exclusion, je les ai cités ici. Donc, dans les critères d'inclusion, on retrouvait les études qui mesuraient les biais implicites en utilisant le TAI, les études qui ont utilisé le TAI de la race, de l'ethnicité ou de la couleur de peau, pour lesquelles les sujets sont des prestataires de soins de santé, les études en anglais et réalisées aux États-Unis. Tandis qu'ils ont exclu les études qui n'examinaient que les attitudes raciales explicites. Ils ont exclu les études qui n'utilisaient pas le TAI, les études pour lesquelles les sujets n'étaient pas des prestataires de soins de santé, celles qui n'étaient pas en anglais, pas aux États-Unis, et publiées il y a trop longtemps, donc avant 97. Maintenant, au niveau de leur recherche, au niveau des bases de données, ils avaient un grand total initialement de 6 249 études. Ensuite, ils ont enlevé les duplicata, ils en ont enlevé 1315, il leur restait 4934, ils ont enlevé 4905 études avec leurs critères d'inclusion, d'exclusion, il leur en restait 29. Ils ont ajouté 8 études de recherche autonome pour un grand total de 37 études incluses dans la revue systématique. Maintenant, si je partage avec vous les résultats qu'ils ont pu retrouver, le premier tableau parle en fait de la présence ou de l'absence de biens implicites raciaux parmi les prestataires de soins de santé. Est-ce qu'on en a ou pas finalement et à quel degré? Donc, je vous disais qu'il y avait 37 études qui ont été incluses dans la revue systématique. De ces 37 études-là, il y en a 35 qui ont utilisé spécifiquement le TAI de la race. De ces 35 études-là, il y en a 4 qui n'ont pas rapporté d'interprétation de score de TAI. Donc, finalement, il y a 31 études qui ont interprété les scores de TAI de la race. Et de ces 31 études-là, il y avait quand même 26 études qui ont trouvé que la plupart des prestataires de soins de santé ont un certain degré de biais pro-blanc anti-noir allant de léger jusqu'à fort. Donc, la plupart, 26 des 31 études. Pour ce qui est des 5 études qu'on n'a pas parlé, il y avait 4 de ces 5 études qui ne rapportaient aucun biais implicite en utilisant le TAI de la race. C'est un échantillon de 13 à 15 résidents en médecine de famille, principalement des Asiatiques formés à l'étranger, qui pratiquaient dans une clinique qui desservait majoritairement des patients noirs et hispaniques. Tandis qu'il y avait également une thèse qui rapportait globalement l'absence de biais implicite en utilisant le TAI de la race, un échantillon de 139 étudiants en médecine, principalement des Noirs, mais on notait quand même qu'il y avait de légers biais pro-blancs qui étaient retrouvés chez les étudiants non noirs de cet échantillon. Donc, on va pouvoir revenir un peu là-dessus au niveau de la discussion, mais on voit quand même que globalement, au niveau
du réseau de la santé, la plupart des prestataires de soins de santé ont un certain degré de biais pro-blanc. On va pouvoir y revenir au niveau de la discussion, mais maintenant, je voulais m'attarder un peu plus spécifiquement sur quelle est l'association entre la présence de biais implicites raciaux et les résultats en santé. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Il y avait en fait des 37 études, 23 études qui ont essayé d'étudier cette association-là. De ces 23 études-là, il y en avait 12 qui étaient des études basées sur des vignettes. Quand on vient parler d'études basées sur des vignettes, on parle vraiment de personnes qui seraient allées remplir des vignettes cliniques, qui avaient par exemple des patients noirs ou des patients blancs au niveau de leurs vignettes cliniques. Est-ce que ça venait changer leur réponse au niveau des vignettes cliniques? Il y avait 12 études basées sur des vignettes, 2 études basées sur des patients simulés. Patients simulés, on pense à nos patients d'Écosse quand on était étudiant en médecine. Puis 9 études basées sur des patients du monde réel. Donc ici, on vient parler des patients qu'on voit dans la vie de tous les jours, dans nos hôpitaux ou dans nos cliniques. Maintenant, quand on analyse les résultats ensemble, des 12 études basées sur des vignettes, il y avait quand même 8 études qui n'ont pas trouvé d'association entre la présence de biais implicites raciaux et les décisions cliniques, les évaluations ou les recommandations de traitement. Donc, il y en a 8 qui n'ont pas vraiment vu de lien. Il y avait maintenant 4 études qui ont trouvé quand même qu'il y avait des disparités au niveau des recommandations de traitement, au niveau des biais implicites raciaux. Donc, bref, on voit qu'au niveau des études basées sur des vignettes, les résultats étaient quand même assez mixtes. Et on va essayer de voir au niveau de la discussion qu'est-ce qui explique un peu ça. Maintenant, si on s'attarde un peu sur les études basées sur des patients simulés, il y en avait 2, et les 2 études ont trouvé une association entre les biais implicites des prestataires de soins et les différences raciales dans les expériences patients-prestataires au niveau des alliances thérapeutiques. Qu'est-ce qu'on a pu voir en fait, c'est que les prestataires de soins avec de plus grands biais implicites pro-blancs, de plus forts biais implicites pro-blancs, lorsqu'ils traitaient des patients noirs ou hispaniques, ils avaient globalement un affect qui était plus négatif. Ils avaient globalement une plus grande dominance verbale, globalement un dialogue qui était plus lent. Globalement, ils étaient moins réceptifs au niveau émotionnel et ils avaient une moins grande richesse au niveau du contenu de leur communication. Donc ici, on voit quand même que, bon, la présence de biais implicites raciaux peut quand même teinter les relations thérapeutiques. Et je pense qu'on aura peut-être une meilleure idée de ça si on regarde les études basées sur des patients du monde réel. Donc, il y avait 9 études basées sur des patients du monde réel, et de ces 9 études-là, il y a 7 études qui ont trouvé une association entre les biais implicites raciaux des prestataires et la communication entre patients prestataires. Globalement, qu'est-ce qu'on a pu voir? C'est que les patients noirs qui étaient traités par des prestataires avec de plus forts biais implicites pro-blancs étaient globalement moins satisfaits des soins qu'ils avaient reçus, et les prestataires de soins avec de plus forts biais implicites pro-blancs, lorsqu'ils traitaient des patients noirs, avaient globalement un moins bon traitement interpersonnel, une moins bonne communication de soutien et une moins grande approche centrée sur le patient, comparativement à quand ils traitaient des patients blancs. Les 3 derniers points, je les ai mis en gras parce que je trouve qu'ils sont quand même assez parlants parce qu'ils viennent directement toucher à l'engagement dans les soins. Les patients qui étaient traités par des prestataires, les patients noirs qui étaient traités par des prestataires avec de plus forts biais implicites trop blancs avaient globalement une moins grande confiance dans les traitements recommandés. Ils avaient une plus grande difficulté à anticiper à compléter les traitements, et même les prestataires de soins avec de plus forts biais implicites trop blancs avaient une moins bonne alliance thérapeutique envisagée envers les patients noirs comparativement aux patients blancs. Donc eux-mêmes s'attendaient à avoir plus de difficultés au niveau de leur alliance thérapeutique avec les patients noirs comparativement aux patients blancs. Les 3 derniers points, je les ai trouvés quand même assez parlants, parce que comme on a vu dans notre cours de médecine, le traitement que le patient va prendre, pardon, le traitement qui sera efficace, c'est le traitement que le patient va décider de prendre. Mais maintenant, si les biais implicites ratios peuvent affecter la confiance dans les traitements recommandés, peut affecter à quel point certains patients pensent compléter leur traitement, peut affecter comment on sent qu'on aura une alliance thérapeutique avec certains patients, c'est là où on peut mieux comprendre comment les biais implicites ratios peuvent affecter les disparités raciales en santé. Donc, on aura une meilleure idée de tout ça si on s'attarde un peu au niveau de la discussion qui a retrouvé, en fait, qui a mis en lumière 3 trouvailles qui étaient importantes. La première, c'est que la majorité des prestataires de soins de santé ont des biais implicites raciaux contre les Noirs, les Hispaniques et les Autochtones. Donc, la majorité, ce qu'on a pu voir au niveau de cette revue systématique. Le deuxième point, c'est que les Noirs sont plus susceptibles de démontrer une absence de biais implicites raciaux comparativement aux Blancs et aux autres minorités, selon cette revue systématique, encore une fois. Puis le troisième point, c'est qu'il y a quand même un nombre limité de recherches qui examinaient l'impact des biais implicites raciaux sur les résultats en santé. La majorité des études étaient basées sur des vignettes et ont révélé des résultats mixtes, on va y revenir. Mais qu'est-ce qu'on a quand même pu voir, c'est que les études basées sur des patients simulés et les études basées sur des patients du monde réel ont quand même démontré de manière persistante une association entre de plus grands biais implicites ratios
et de moins bonnes interactions entre patients et prestataires. Donc ça, c'était quand même assez constant. Les autres impacts des biais implicites raciaux, ce qu'on a pu voir, c'est que la présence de biais implicites raciaux peut diminuer la confiance de certains patients envers leur thérapeute. Ça peut entraîner une diminution au niveau de l'adhésion au traitement et ça peut même mener à une diminution au niveau du retour aux soins. Donc, ça peut même contribuer à l'absentéisme selon cette revue systématique. C'est quand même assez, moi, j'ai trouvé ça quand même assez parlant. Puis ça peut même affecter la quantité de temps que les prestataires prennent à parler comparativement à écouter leurs patients. Ça peut affecter les questions des prestataires et l'information obtenue de la part des patients. Qu'est-ce qu'on veut dire par là si je vous donne certains exemples? Si certains prestataires, sans s'en rendre compte, encore une fois, ont certains biais implicites pro-blancs ou de forts biais implicites pro-blancs, ils pourraient par exemple insister davantage sur certaines questions lorsqu'ils parlent par exemple à des patients noirs ou à des patients autochtones, peut-être insister sur les antécédents judiciaires, sur l'agressivité, sur la négligence, sur la consommation de drogue, par exemple. Ça peut être teinté par les biais. Mais l'enjeu, c'est que si les patients ressentent un peu cette insistance par rapport à certaines questions, certains d'entre eux peuvent décider de se braquer sans s'en rendre compte et ça peut biaiser l'information qu'ils vont décider de donner à certains prestataires de soins de santé. Et c'est là où la revue systématique est venue dire en fait que les biais implicites raciaux ont été cités dans la littérature comme étant des facteurs importants contribuant aux disparités raciales en santé. Maintenant, si je viens au niveau des limitations, parce qu'il n'y a pas d'études parfaites comme on le sait tous, il y avait plusieurs études qui avaient quand même de petites tailles d'échantillons, donc c'est important de le soulever. Les études ont utilisé un échantillonnage de convenance plutôt qu'un échantillonnage représentatif. Donc, ça veut dire que les prestataires de soins de santé qui ont décidé de participer à ces études-là, c'est les prestataires de soins de santé qui voulaient bien y participer. Donc, qu'est-ce que ça peut nous laisser suspecter? C'est que peut-être qu'il y a des prestataires qui, soit de un, n'étaient pas intéressés par le sujet et qui ont décidé de ne pas participer. De deux, il y en a peut-être certains qui estimaient peut-être avoir de plus forts biais implicites problèmes et qui n'auraient peut-être pas voulu participer à ce genre d'études. Peut-être qu'il y en a d'autres qui avaient des doutes par rapport à la confidentialité des résultats qui auraient peut-être voulu ne pas participer à ce genre d'études. Donc, bref, ça, c'est des facteurs qui pourraient biaiser un peu les résultats qui ont été obtenus. Il y avait des recherches qui étaient limitées sur les biais contre les hispaniques, les autochtones, et il n'y avait pas d'études qui ont examiné les biais contre les asiatiques. Les études incluses étaient habituellement limitées à de larges villes métropolitaines et les études qui n'étaient ni en anglais ni aux États-Unis étaient exclues. Donc ça, c'est les facteurs de limitation. Mais maintenant, si on vient parler encore des études basées sur des vignettes, parce que comme je l'avais expliqué, il y avait quand même 12 études sur 23 qui étaient basées sur des vignettes. Donc c'était quand même une grande proportion des études. Et ça révélait des résultats qui étaient quand même assez mixtes. Mais maintenant, un des points qui peut expliquer ça, c'est en fait que les études basées sur des vignettes, si je reviens, c'est vraiment des personnes qui viendraient répondre à des vignettes cliniques, ça n'évalue pas les interactions entre patients prestataires. Et qu'est-ce qu'on a pu voir au niveau des résultats de la discussion, c'est que c'est en fait le point qui est le plus touché par les biais implicites ratios. Maintenant, le deuxième point, c'est en fait que les biais implicites sont plus susceptibles d'affecter le comportement en contexte d'augmentation de la charge cognitive, de pression, de fatigue ou de temps limité. Si je vous donne un exemple de ce point que je trouve super pertinent, si vous venez de commencer votre garde, exemple, nous, à Albert Prévost, maintenant, on commence les gardes à 16 heures, mais si, exemple, il est 16 heures, vous venez de bien manger, vous êtes serein, vous n'êtes pas fatigué et vous avez une consulte. Vous- Vos interactions avec les patients risquent moins d'être teintées par vos biais implicites. Ce n'est pas nécessairement à 16 heures, quand vous aurez une consulte, que votre cerveau va aller directement, je caricature, vers «Oh, c'est un TP, je vais lui donner congé». Ou «Oh, ce patient-là, je suis sûr qu'il sera agressif». Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en circonstance de pression. Si on reprend maintenant un exemple, qu'il est par exemple 23 heures, qu'il vous reste peut-être 5 consultes, que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas mangé, c'est peut-être à ce moment-là que vos biens implicites ratios risquent davantage de teinter les soins. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez rapidement, sans vous en rendre compte, que votre cerveau va rapidement mettre des gens dans des boîtes, se dire, ah, tel patient, bon, lui, je pense que ce sera une garde dans l'établissement. Ah, lui, je pense qu'on va pouvoir lui donner congé. Et c'est là où les préjugés, les stéréotypes risquent plus d'affecter les soins. Et cette pression-là est moins testée au niveau des études basées sur des vignettes, comparativement à quand on vient étudier des études basées sur des patients du monde réel, notamment. Maintenant, si je viens sur qu'est-ce qui est encore plus pertinent pour nous, parce que bon, on a bien compris les biais implicites ratios, etc., mais comment on fait pour intervenir sur ces biais-là? En fait, il y a une étude qui a été publiée, un essai clinique qui a été publié quand même assez récemment, donc en 2022, qui s'intitule A Brief Online Implicit Bias Intervention for School Mental Health Clinicians. C'est en fait une étude qui a mis sur pied un projet pilote en fait qui visait à mettre sur pied un outil qui s'appelle l'outil Vibrant,
adressée aux cliniciens de soins en santé mentale en milieu scolaire pour qu'ils puissent travailler sur leur bien implicite ratio via une formation de 45 minutes qui utilise notamment trois des stratégies jugées comme étant les plus efficaces selon la littérature pour travailler sur nos biens implicite ratio. Et à la fin de cette présentation-là, on va revenir sur ces stratégies-là. Mais juste avant ça, je voulais vous parler des facteurs qui sont associés à une augmentation des biens implicites ratios selon la littérature. Le premier facteur, c'est les commentaires négatifs des membres de la faculté de médecine à propos des patients noirs. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant qu'étudiant en médecine, en tant qu'externe et même en tant que résident, on absorbe beaucoup de ce que nos patrons ou nos enseignants nous transmettent. Donc, si parfois, exemple, on est dans une clinique, dans un hôpital, dans des réunions multi, et qu'il y a des gens qui font, par exemple, des blagues racistes ou que, exemple, tu marches dans le corridor avec ton patron et qui dit, ah, tel patient, de toute façon, il va rien comprendre ou, ah, tel patient, je suis sûr qu'il va arrêter sa médication ou, ah, lui, je suis sûr qu'il sera agressif. Si le patron n'emmène pas nécessairement d'éléments pour soutenir un peu ce qu'il vient de dire, ça peut, sans s'en rendre compte et sans qu'ils veulent nécessairement mal faire, ça peut contribuer au biais implicite ratio des étudiants qui vont travailler avec lui. D'où le fait qu'on doit notamment travailler sur nous-mêmes, mais aussi faire attention à ce qu'on dit pour éviter de teinter aussi les biais des autres personnes avec qui on travaille. J'enchaîne. Le deuxième point qui a été cité dans la littérature, c'est les stresseurs cognitifs. On en a parlé longuement, mais la charge de patients, l'engorgement des services d'urgence, bon, on a vu les urgences sont surchargées un peu partout. Ça peut contribuer au bien implicite ratio et ça peut même contribuer à leur manifestation au niveau des soins, en fait. Maintenant, si on parle des interventions qui favorisent la diminution des biens implicites ratios, le premier point, c'est tout simplement intégrer la complétion du TAI au cursus scolaire. Donc, juste le fait de remplir le TAI, juste ça, ça peut viser à faire diminuer les biens implicites ratios au niveau d'une population. Le deuxième point, encourager les formations en relations interraciales. Payer des formations à votre département. Ça, c'est déjà quelque chose aussi qui peut aider à travailler sur les biens implicites ratios, parce que selon une étude, assigner des étudiants à un cours de formation multiculturelle a mené à une diminution de 9% dans les biens implicites ratios comparativement à une classe contrôle. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait au niveau de la littérature quand même, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont examiné les interventions qui visent à réduire les biens implicites des prestataires de soins de santé, mais les recherches suggèrent quand même que les biens implicites ne sont pas fixes, mais peuvent être changés avec un effort délibéré. J'ai mis vraiment les deux derniers mots en gras parce que les biens implicites raciaux peuvent être travaillés, mais c'est vraiment avec un certain effort. Puis là, je vais venir vous donner trois des stratégies jugées comme étant dans les plus efficaces selon la littérature pour intervenir sur nos biens implicites raciaux. Puis je me rappelle que je m'étais dit en préparant cette présentation, comment je peux permettre aux gens de repartir avec quelque chose de concret, de leur permettre de retenir un peu ce que je veux dire. Puis je suis venu en fait avec un acronyme. Cet acronyme-là va s'appeler l'acronyme PSI. Parce que je me rappelle que quand j'étudiais pour mes examens, c'est quelque chose qui m'aidait beaucoup, les trucs mnémotechniques. Mais au lieu que ce soit PSY, rappelez-vous de l'acronyme PSI. On va y aller tranquillement. Le premier point pour intervenir sur nos biens implicites ratios, P, élargir son point de vue. Donc, apprendre à comprendre la situation du point de vue du patient en prenant en considération l'entièreté de son histoire et de son contexte pour augmenter l'empathie. Élargir son point de vue. Et je finis ma présentation bientôt. Je n'arrive pas à voir il est quelle heure, là, mais je finis bientôt. Élargir son point de vue. L'exemple qui me vient en tête quand je pense à ça, ça me rappelle le fait en fait que souvent quand on va voir des patients noirs qui vont venir dans nos cliniques, ou même des patients autochtones peut-être, qui vont venir dans nos cliniques, dans nos hôpitaux, souvent ils vont venir avec une certaine méfiance. Mais si on ne prend pas le temps d'élargir notre point de vue, ça peut influencer leur trajectoire de soins. Je m'explique. Moi-même étant africain, je sais que dans nos pays, dans plusieurs pays en tout cas, quand on vient parler d'enjeux de santé mentale, souvent on ne va pas parler d'exemples différents diagnostics comme on le fait ici. Souvent on va dire ah, telle personne est normale, telle personne elle est folle, telle personne a la folie. Souvent c'est un peu ça. Et souvent quand des personnes ont des enjeux de santé mentale en Afrique, dans plusieurs pays, il y en a beaucoup qui sont reniés de leur famille, il y en a qui sont même enchaînés, qui ont des traitements pas possibles. Donc quand on arrive à comprendre ça, on arrive à mieux comprendre pourquoi certains patients qui viennent nous voir à l'hôpital ou dans nos cliniques viennent avec une certaine méfiance. Et quand on comprend ça, on l'associe un peu moins rapidement à des éléments de psychose. Et ça peut vraiment influencer leur trajectoire de soins. Le deuxième exemple que j'avais pour ça, en fait, c'est même dernièrement, j'avais été en stage, puis je traitais une patiente qui était haïtienne, c'était la première fois que je la voyais. Puis je me rappelle que je suis parti la voir, puis elle m'a dit, oui, à l'hôpital, je me sens en sécurité, mais quand je rentre à la maison, je me sens un peu plus persécuté. Là, moi, je me suis dit, bon.
Là, je fais vraiment une histoire très courte avec vous, mais je me suis dit, bon, OK, j'arrive pas nécessairement, j'ai essayé de creuser, j'arrive pas nécessairement à vraiment comprendre qu'est-ce qu'elle voulait dire. Je me suis dit, bon, je vais appeler sa fille pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe à la maison pour qu'elle se sente plus persécutée. Là, j'appelle sa fille, puis je dis, bonjour, je m'appelle Dr Chomba, médecin résident en psychiatrie. Je vous laisse avoir un peu plus d'informations, parce que votre mère, ça me dit que quand elle arrive à la maison, elle se sent plus persécutée. Qu'est-ce que vous en a parlé, etc. Là, elle me dit, vous vous appelez Dr Chomba? Là, je dis, oui, c'est comme je vous ai dit. Puis elle me dit, je suis content de vous parler à vous parce que je sais que vous allez comprendre ce que je veux dire. Là, je me dis, OK. Là, elle me dit, en fait, ma mère a été mariée pendant plusieurs années. Puis en fait, quand elle s'est divorcée, son ex-mari est allé en Haïti. Puis depuis qu'il est là-bas, il lance beaucoup de vaudou sur la maison. Donc chaque fois qu'elle rentre à la maison, elle ne se sent pas bien. Mais c'est pas psychotique. Nous, selon nous, ça n'a pas rapport avec ça. Selon nous, c'est vraiment culturel. Puis dès que j'ai entendu votre nom, je me suis dit, bon, lui, au moins, je sais qu'il va me comprendre. Et c'est là où j'ai vu quand même la pertinence quand même d'avoir un point de vue qui est large. Parce que la réalité des choses, c'est qu'en Haïti ou même dans différents pays en Afrique, il y a des personnes qui croient au vaudou. Puis si on est capable de le comprendre, on va pouvoir mieux accompagner les patients, avoir plus d'empathie pour eux, pouvoir mieux les écouter. Un autre exemple que j'avais de ça, c'était même avec une psychiatre que j'apprécie vraiment beaucoup. Elle est même, elle est québécoise et tout, mais on traitait un patient qui était algérien, puis il avait beaucoup d'hallucinations auditives, visuelles, synesthésiques. En tout cas, il voyait des démons, etc. C'était très envahissant. On montait les doses de médicaments, ça n'arrivait pas à l'aider. Et c'est là, à un moment donné, elle a parlé avec le patient, puis elle a dit, selon vous, qu'est-ce qui explique? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez une explication? Est-ce que c'est des djinns? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et c'est là où le patient a dit, oui, en fait, c'est des djinns. Il y en avait dans le sous-sol de chez mes parents en Algérie, puis je vis avec ces hallucinations-là depuis longtemps. Et puis là, elle a demandé, mais comment vous faites pour... Est-ce que vous avez des choses qui vous aident d'habitude quand il y a ce genre de choses qui arrivent? En tout cas, là, je paraphrase parce que je ne me rappelle plus exactement les mots qu'elle avait utilisés. Mais c'est là où le patient a commencé à nous dire que oui, il priait là-dessus, qu'il allait parfois à la mosquée, etc. Mais ça lui a permis de s'ouvrir. Et c'est là où la psychiatre avec qui je travaillais m'a dit, Driss, tu vas voir, nos médicaments, ça marche, mais jusqu'à un certain degré. Et puis les patients, je pense qu'ils apprécient sentir qu'on les écoute dans leur vécu et dans comment eux-mêmes ils comprennent aussi leur maladie pour qu'on travaille plus ensemble. Donc bref, j'enchaîne parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Deuxième point, donc P, point de vue, S, similitude. Rechercher des similitudes, donc identifier des points communs avec les patients qui ne partagent pas notre identité raciale pour réduire la distance intergroupe. Au lieu de voir les autres, essayer davantage de voir le nous, essayer de voir qu'est-ce qui nous rassemble. Essayer de voir que le patient, tout comme nous, il travaille, tout comme nous, il a une famille, bref. Essayer de chercher les points communs. Et le troisième point, donc P, point de vue, S, similitude, psy, donc I, individualisation. Contrer les stéréotypes par l'individualisation. Chercher proactivement à défier l'information stéréotypée inexacte lorsqu'on reconnaît des stéréotypes saillants associés à un patient issu d'un groupe minoritaire. Ce point-là, je le trouve quand même assez parlant parce que ici, on vient parler d'individus qui auraient pris le temps de faire une auto-analyse sur eux-mêmes et qui auraient pris le temps de voir que, OK, c'est peut-être vrai que j'ai davantage tendance à croire, par exemple, qu'un patient, par exemple, arabe prendrait moins bien sa médication, par exemple. Ou qu'un patient noir, je sens qu'il serait peut-être un peu plus agressif. Je sens que peut-être que c'est vrai que je me bats avec ces biais-là. Qu'est-ce que le point de l'individualisation nous encourage à faire? C'est à individualiser notre patient. Qu'est-ce que lui, il a fait pour nous montrer qu'il serait, par exemple, agressif? Qu'est-ce que lui, en face de nous, a fait pour nous montrer qu'il ne prendrait pas bien sa médication? En faisant ça, ça va limiter l'impact de nos biais sur les soins qu'on offre à nos patients de façon individuelle, pour tranquillement que ça ait le moins d'impact possible sur les soins qu'on va offrir aux patients. Donc, PSI, psy, point de vue, similitude, individualisation. Puis quand je préparais la présentation, je me suis dit que je voulais vous laisser repartir avec quelque chose d'assez concret. Je me suis dit comment je peux leur permettre de partir avec une image qu'ils allaient leur rester dans leur tête. Puis c'est là où j'ai commencé à échanger avec différentes personnes autour de moi. Puis il y a une personne à qui j'ai parlé qui m'a partagé un témoignage qui était de un, très touchant, mais de deux, très parlant, puis qui venait bien résumer toutes les informations que je vous ai transmises aujourd'hui. Puis il a accepté de tourner une vidéo avec moi que je voulais vous partager. Donc je vais vous la partager, puis je vais conclure la présentation après par la suite. Je voulais juste que tu m'expliques, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre une situation peut-être de discrimination dans laquelle tu t'es fait sentir différent? Donc moi, le novembre 2022, je me rendais sur mon lieu de travail. Aux alentours de 5 heures du matin, je travaille sur la rue sud, donc je devais prendre le pont Jacques-Cartier.
À l'entrée du pont Jacques-Cartier, il y avait une voiture de police qui était arrêtée. Puis je pense qu'elle faisait calculer la vitesse du monde qui passait. Puis moi, en fait, je passais à côté d'eux pour me rendre dans la rue sud. Puis quelques secondes plus tard, ils se mettent derrière moi. Là, directement, moi, je me dis, OK, j'espère qu'ils vont pas scanner ma plaque parce que s'ils le font, tu sais, ils vont savoir que j'ai des tickets impayés. Fait, de toute façon, je m'y attendais un jour ou l'autre, là. Puis, comme de fait, ils ont scanné ma plaque. Puis, ils ont vu que j'avais mes tickets impayés, donc ils m'ont dit de me mettre sur la gauche. Puis, comme de fait, je me suis mis sur la gauche. Puis, c'est à ce moment-là que là, les deux policiers sortent de l'auto. Un policier vient me parler des procédures par rapport aux tickets impayés. Puis, pendant que l'autre est en train de scruter ma voiture avec une lampe torche. Et puis, pendant qu'il est en train de m'expliquer, l'autre policier crie Gun! Gun! Il crie gun. Ouais. OK. Fait que là, je me dis, wow, c'est impossible, là. Il n'y a pas de gun dans mon auto. Fait que là, je suis comme, mais pourquoi il va crier ça si c'est pas vrai? Ça, je me suis dit parce que je me suis dit, c'est impossible, il n'y a pas de gun. Pourquoi il crie gun? Ben oui, parce qu'il n'y a pas de gun. Pourquoi tu cries gun? C'est impossible. Fait que là, je me dis, OK. Puis l'autre policier, il sort directement son arme, la braque vers moi. Puis il me dit de mettre mes mains sur le volant, puis de sortir doucement pendant que lui, il ouvre la porte. Puis à ce moment-là, c'est là qu'il me dit de ne pas faire aucun geste brusque, parce qu'au moment qu'il fait un geste brusque, ils vont pas hésiter à ouvrir le feu. Tu comprends? Donc, cette phrase-là m'a fait en sorte que je me suis concentré à 100% à ce qu'eux ils disaient. Tu comprends? Donc, ils me disaient, OK, sors de l'auto doucement, fais aucun geste brusque, mets tes mains derrière la tête, ensuite derrière le dos. Puis, pendant qu'ils me passaient les menottes, ils m'ont dit que je suis en état d'arrestation pour possession d'arme à feu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire passer les menottes? Jamais, jamais, jamais. Et je te promets là que jamais je pensais que ça allait m'arriver. Je pensais que c'était quelque chose que tu vois juste dans les films. Je pensais jamais que moi, j'allais me faire arrêter par la police comme ça. Impossible. Tu comprends? Enfin, il m'arrête, il me met dans sa voiture. Quelques secondes plus tard, au moins 6 à 7 voitures de police arrivent en tant que renfort. Moi, je me dis, mais pourquoi tout ça? Je comprends pas. Pourquoi? Tu comprends? Pourquoi tant de renforts? Pourquoi les menottes serrées à ce point-là? Parce que je te l'ai dit, j'étais vraiment inconfortable aussi dans l'auto. J'étais dans une position vraiment inconfortable. Les menottes étaient extrêmement serrées. Je ne pouvais pas bouger. Puis, puis tout se passe dans ma tête. J'ai jamais dit un mot. Jamais dit un mot, oui ou non. J'ai jamais rien dit. Tout ce que je faisais, c'est obéir aux ordres pour m'assurer de survivre. Parce que je sais que si je n'obéis pas à la lettre ou que je montre que je ne suis pas en accord avec ce qu'ils disent, c'est fini. Parce qu'ils me l'ont dit, on ne va pas hésiter à ouvrir le feu. C'est cette phrase-là qui m'a tenu en vie, là, si je peux le dire comme ça, parce que je me dis, OK, s'ils n'hésitent pas à ouvrir le feu, c'est pas des blagues qu'ils font, là, c'est vrai, là. Ils vont pas hésiter. Fait que moi, j'ai obéi. Puis pendant 1 heure de temps, ils ont fait les vérifications dans ma voiture. Puis, donc, dans le fond, ils devaient fouiller l'auto de fond en comble. Puis, dans le fond, ils ont fait aussi des dommages à l'intérieur de ma voiture. Ils ont déchiré des tissus pour être sûr que je n'avais pas caché des armes dans les banquettes ou en dessous des tapis, des choses comme ça. Ils devaient vraiment faire une vérification totale qui a pris environ 1 heure de temps, avec au moins 7 voitures de police comme renfort. Tout ça pour un vulgaire morceau de plastique en plastique qui traînait dans le fond de mon auto, là. Est-ce que ça ressemblait à un gun? Est-ce que... Moi, c'est un morceau de plastique en carré. C'est un carré. Je sais pas c'est quoi. Je peux comprendre, mais je veux dire, tu peux penser que c'est un gun, mais tu passes plus qu'une seconde à regarder c'était quoi l'objet, puis tu peux savoir directement que c'était pas un gun. Tu comprends? Puis c'est ça, fait. Ouais. 1 heure de temps-là, je pense que tu me disais que tu étais un peu comme ça dans le. Ouais, exactement. J'étais menotté, puis je devais être penché. Tu comprends? Fait vraiment inconfortable comme position. Est-ce que tu as pu dire à quelqu'un que c'était pas confortable? Ouais, ouais, je leur ai demandé de desserrer mes menottes, puis ils m'ont dit qu'ils peuvent pas faire ça selon la procédure. C'est impossible qu'ils desserrent les menottes. C'est parce qu'ils sont vraiment trop serrés, tu sais. En tout cas, mes mains étaient vraiment. Je commençais à plus les sentir, là. C'est vraiment une douleur insupportable. Puis je pensais jamais que ça allait m'arriver. Puis justement, à la fin, ils m'ont dit, bon,
c'était une erreur, dans le fond. Fait qu'on t'es libre de partir. Ils ont fouillé l'auto au complet, puis il n'y avait pas d'arme à feu finalement. Fait que j'étais libre de partir. Juste comme ça. Juste comme ça. Puis après ça, ils m'ont dit, tu sais, ils m'ont dit, bon, on peut te ramener au travail, où est-ce que tu allais? Puis c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit, tu sais, c'est pas les policiers le problème dans l'histoire, c'est pas l'individu qui m'a arrêté, c'est la manière que, comment je vais dire ça? C'est la manière qu'on les a éduqués à me voir. Qu'est-ce que tu veux dire, te voir? Genre me voir parce que moi, tu sais, depuis que je suis jeune, c'est des situations comme ça qui peuvent m'arriver à cause du fait que je suis noir, tu comprends? Quand j'étais à l'école, maintenant quand j'ai commencé à conduire, tout ça, c'est là que j'ai réalisé, ok, c'est pas des films, c'est pas des blagues. La police peut me suivre pour aucune raison. Ils peuvent m'arrêter pour aucune raison. Ils peuvent faire tout ça. Tu comprends? Puis c'est vraiment, c'est vraiment quand je suis rentré à l'âge adulte que j'ai compris que c'est ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, puis ce que je vis aujourd'hui, c'est pas des blagues. C'est sérieux. Et Tu c'est comprends? vraiment quelque chose qui est répandu. C'est de ça qu'on parle quand on parle en fait de racisme systémique. On parle Exactement. vraiment que c'est là, puis que Ouais. malgré les gens, malgré eux, comme c'est pas les individus le Ouais. problème, mais c'est de manière inconsciente comment on grandit, comment on Exactement. évolue, comment on Exactement. se fait apprendre les affaires, que on finit par agir d'une certaine manière envers Exactement. certaines personnes, penser qu'ils sont dangereux, Exactement. avoir peur de certaines personnes, C'est agir ça. plus brusquement avec Avec certaines certaines personnes. personnes. Exactement. Ouais. Tu sais, c'était la première fois que je me faisais arrêter. Puis ça m'a vraiment marqué parce que ce qui m'a marqué, c'est pas le fait que j'avais les menottes, c'est vraiment la phrase qu'il m'a dit quand il m'a dit, on va pas hésiter à ouvrir le feu. Cette phrase-là qui a fait toute la différence parce que je me suis dit, pour un morceau de plastique, je risque de mourir pour aucune raison d'enfant. Tu sais, après ça, ça allait peut-être pas passer aux nouvelles, peut-être que personne n'a plus jamais entendu parler de moi après ça. Tu comprends? Fait que c'est ça qui me faisait peur, c'est de me dire, OK, je peux mourir pour un simple morceau de plastique. C'est ça. Et après, tu disais que bon, tu les as demandé de t'accompagner au travail, puis finalement, comment ça a fini tout ça? Est-ce que tu as voulu porter plainte? Est-ce que tu as... Non, Non? je voulais pas porter plainte parce que je me suis dit que ça allait me donner plus de problèmes par la suite. Je sais pas si les policiers peuvent voir, tu sais, si je suis quelqu'un qui a déjà porté plainte contre eux, mais je savais aussi que ça allait être ma parole contre la leur. Puis je sais que devant eux, ma parole n'a aucune valeur. Et merci d'avoir pris le temps de nous donner comme vraiment ton témoignage, parce que dans le fond, le but de tout ça, c'est plus de faire voir un peu à certaines personnes comment c'est d'être différent, d'être Ouais, noir. C'est quoi un peu les embûches que ça peut créer, surtout quand on est face à des personnes en figure d'autorité. Et malgré tout ça, je pense qu'il y a encore un certain travail qu'on doit faire en tant que société pour augmenter l'éducation, pour que les gens soient plus au courant, pour que même les personnes en autorité puissent voir ce genre de situation, puissent dire, OK, peut-être que je peux agir différemment, peut-être que je n'avais pas besoin de 7 8 voitures de police pour ce genre de situation. ouais, Peut-être que j'aurais pu revoir un peu le bout de plastique, me re-questionner un peu et pas serrer les menottes aussi fort. Peut-être que, et c'est à travers des témoignages comme ça. Donc, je te remercie d'avoir dit tout ça. Puis, on va essayer d'avancer avec ça. Merci. J'arrive à ma conclusion. En fait, les biais implicites des cliniciens contribuent aux disparités raciales en santé, surtout au niveau des interactions patients-prestataires, mais aussi au niveau de l'engagement dans les soins. On l'a vu beaucoup durant la présentation. Le TAI, c'est l'outil le plus validé pour mesurer les biais implicites. Il y a peu d'études qui concernent les interventions efficaces pour réduire les biais implicites, mais il y a plusieurs pistes de solutions. PSI, PSI, on a vu le témoignage qui était très touchant, très parlant. Est-ce que les policiers auraient plus pu individualiser, passer les menottes aussi fort, pas faire des dommages dans son auto? Qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il sera agressif, pour avoir besoin qu'on endommage nécessairement son auto, pour avoir besoin de 7 8 voitures de police? Est-ce qu'on peut se questionner par rapport à ça, rechercher des similitudes, élargir notre point de vue? Là, c'est une personne qui a vécu une situation comme ça, mais il faut comprendre que ça se passe avec différentes personnes. Et souvent, même quand tu es noir, il y a peut-être un parent ou quelqu'un qui t'a déjà dit que si la police t'arrête, faut pas que tu dises un mot, parce que le moindre mot, moindre faux mouvement, tu pourrais perdre ta vie. Donc, si on prend conscience de ça, quand un de nos patients va venir et qu'il va nous dire qu'il est peut-être réticent à appeler la police, c'est pas nécessairement un manque de jugement, c'est pas nécessairement que, on ne doit pas nécessairement penser qu'il y a peut-être un délire de persécution envers la police. Si on arrive à comprendre et élargir notre point de vue, ça va nous permettre d'avoir une plus grande empathie envers nos patients. Puis,
On a tous un rôle à jouer d'abord en travaillant sur nous-mêmes, puis par la sensibilisation. Il y a plusieurs études qui ont trouvé que des stresseurs cognitifs comme la charge de patient et l'engorgement des services d'urgence étaient associés à une augmentation des biais implicites. Donc, dans l'ère actuelle, il est crucial de parler de cet enjeu. Merci pour votre écoute. Je sais que j'ai des